Bien, bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir pour cette conférence autour de la data et notamment de l'ultra-personnalisation ou comment, en fait, en utilisant l'ultra-personnalisation, on peut maximiser la valeur de ses clients. Donc voilà, je me présente, je suis Bruno Carrois, directeur associé de l'agence Avancy, qui est une agence qui est spécialisée en data et CRM, plus spécifiquement ce qu'on appelle dans les stratégies de data-driven marketing. Je ne suis pas seul aujourd'hui, parce que je suis accompagné de deux autres personnes. Moi, je suis Véronique Thibault et je travaille avec Bruno. Je suis directrice conseil chez Avancy. Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuelle Cando, je suis chargée marketing digital chez Millésima et je m'occupe du marketing automation et de la fidélisation client. Voilà, donc l'objectif, c'était en effet de ne pas rester sur des sujets trop génériques et trop théoriques, et donc de pouvoir en effet vous faire bénéficier d'un cas concret avec Millésima. Bon, rapidement, pour en effet qu'on puisse se présenter, qui est Avancy. Donc, comme je vous l'évoquais, on est une agence spécialisée en data et en CRM. Notre vocation, c'est d'accompagner des entreprises sur la mise en œuvre généralement de leur stratégie d'acquisition, mais surtout en effet de fidélisation. Et donc pour ça, on va avoir en effet un pôle conseil important et on va intervenir dans 3 domaines. Quand on parle d'exploiter de la data, il faut aussi avoir des solutions pour le faire. Donc on va accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des solutions techniques et technologiques. Derrière, dans toute la partie data intelligence, et comment ces données qui sont un matériau brut, on va pouvoir en effet en faire quelque chose d'intelligent, et donc travailler sur toute la partie interprétation des données et data intelligence. Et puis après, on interviendra sur toute la partie qui est liée à la définition et la mise en œuvre de la stratégie. On travaille donc beaucoup évidemment pour des entreprises dans l'univers du retail, du e-commerce, des réseaux, plus spécifiquement au départ évidemment sur du B2C, là où on a des volumes de données qui sont importants. Là, on a besoin de faire en effet parler ces données. On travaille aussi évidemment dans les secteurs comme le B2B. Pour vous présenter Millésima, nous sommes leaders dans la vente de grands vins haut de gamme à destination des particuliers. L'entreprise a été créée en 1983 par Patrick Bernard, qui a cédé sa place maintenant à son fils, Fabrice Bernard. C'est donc une entreprise familiale avec plus de 35 ans d'expérience. Nous possédons plus de 12 000 vins référencés, donc des vins de toute la région viticole française, mais aussi étrangère, avec des vins d'Espagne, d'Italie, mais aussi d'Australie. Nous possédons une multitude de choix de formats, allant de la demi-bouteille au Melchior 18 litres, et aussi une profondeur de gamme avec des millésimes différents, de très anciens millésimes comme des tout récents. Ce qui représente 2,5 millions de bouteilles stockées dans nos chais bicentenaires à Bordeaux. Donc ici, vous pouvez voir une photo de notre bibliothèque impériale dans nos chais Millésima. Millésima, concrètement, c'est 2 garanties. Premièrement, la garantie de provenance. Tous nos vins achetés sont achetés directement au château, dans les propriétés, et on ne passe pas sur des places de marché ou sur des revendeurs particuliers. La deuxième garantie, c'est la garantie de stockage. Tous nos vins achetés sont stockés par nous-mêmes dans nos chais à la température idéale de conservation du vin. Plus spécifiquement sur le site internet de Millésima, 75% de nos ventes sont réalisées sur notre site internet. Le reste des pourcentages, c'est donc on a soit notre service de commerciaux dédié à nos nouveaux clients qui font des offres par téléphone, soit donc notre catalogue notre catalogue de produits, soit nos points physiques. On a un magasin à New York, un au Cap Ferré, ouvert l'été, et un à Saint-Tropez. Millésima, c'est 150 000 clients particuliers partout dans le monde, et nous avons recensé 4 millions de visiteurs uniques sur notre site internet en 2019. Autre chiffre important, Millésima, c'est 25 000 livraisons par an, donc principalement en Europe, mais aussi aux États-Unis, à Hong Kong et à Singapour. Notre panier moyen est de 1 000 € hors taxes, donc c'est un panier assez élevé, puisque nous vendons des vins prestigieux, assez haut de gamme, et nous vendons à la caisse, donc souvent c'est de 6 à 12 bouteilles, donc tout de suite ça fait augmenter le panier moyen. Nous avons 150 000 followers sur nos différents réseaux sociaux, et Millésima représente 50 millions de chiffres d'affaires en 2019. Donc vous l'avez compris, cette présentation pour vous dire qu'on est sur une enseigne qui a un positionnement différenciant, qui vend un produit haut de gamme à une cible plutôt CSP+, qui a une vraie stratégie éditoriale. C'est un produit de passion. Il y a beaucoup de choses à dire. Et
toutes ces données, on est sur un panier moyen très élevé, nous ont amené effectivement à cette réflexion que la relation, elle doit être d'autant plus personnalisée parce qu'on est vraiment dans une relation impliquante, dans un achat impliquant. Et c'est cette différenciation qui doit aussi se retrouver dans la stratégie relationnelle. Donc pourquoi et comment créer une expérience client ultra personnalisée ? Vous connaissez tous les 4P traditionnels du mix marketing, le produit, le prix, le placement, la distribution et puis la communication. Aujourd'hui, ces 4P, ils existent toujours, c'est toujours vos fondamentaux, ils doivent toujours être présents et ils doivent toujours être challengés. Mais à ces 4P traditionnels, on a identifié 4 nouveaux P qui se complètent et qui sont effectivement des insights que le consommateur recherche aujourd'hui dans son achat. C'est le plaisir, la pratique, la pensée et le partage. Le plaisir, c'est effectivement éprouver des émotions, plutôt de préférence positive dans son achat avec une enseigne, être fier de soi. La praticité, c'est essentiel. Aujourd'hui, dans nos achats, on veut que ce soit rapide, efficace, on veut gagner du temps, de l'argent. C'est tout le travail autour du service que les marques font aujourd'hui. Le serviciel est une donnée extrêmement importante aujourd'hui pour le marketeur, de travailler son serviciel. La pensée, on a besoin de comprendre le monde, on a besoin de comprendre son acte d'achat, de lui donner du sens. Et c'est effectivement tout le travail que les marques font autour du storytelling dans leur stratégie de com'. Et puis, on a besoin de partage. Évidemment, les réseaux sociaux ont développé ce sens chez nous, sentir qu'on appartient à un groupe, se sentir valorisé dans ce groupe. Et donc, ces 4P nouveaux, qui complètent les 4P traditionnels, nous amènent finalement à un marketing d'achat de l'émotion. Aujourd'hui, on a identifié que l'émotion était vraiment un levier d'engagement extrêmement puissant dans l'acte d'achat. Il représenterait jusqu'à 70% des actes d'achat. Donc c'est important à vous, marketeurs, de comprendre cette donnée-là et de se poser la question finalement comment je transmets de l'émotion à mon client dans la relation que j'ai avec lui. Et là, évidemment, on va en parler, le digital et la data ont un rôle clé pour identifier les émotions et puis pouvoir en véhiculer des émotions positives. Donc concrètement, l'expérience client, c'est quoi ? C'est la perception que votre client va avoir de la relation qu'il a avec la marque, avec l'enseigne, à chaque point de contact. Et ça, c'est pour ça important. Millésima, on l'a compris, est une enseigne multicanale. Emmanuel nous parlait évidemment d'Internet, mais aussi de services clients, aussi de shop. Donc c'est chaque point de contact qui prend sa part dans l'expérience client, et aussi bien avant l'acte d'achat, pendant et après. Avant l'acte d'achat, on est là sur un exemple avec un panier moyen à 1 000 €. Donc on peut, dans certains cas, être sur un achat d'impulsion, dans un autre cas, un achat un peu plus réfléchi, évidemment, avec des passionnés qui recherchent un certain vin. L'expérience client, c'est évidemment pendant. C'est une facilité de commande, on parlait de praticité. Et puis, évidemment, après son achat, c'est évidemment le service, l'arrivée de la caisse en bois, puisque Millésima livre en caisse en bois. Et puis après, évidemment, la gestion du SAV et puis la suite de l'histoire. Aujourd'hui, l'expérience client donc est essentielle. On a identifié que des clients qui vivent une expérience positive vont évidemment être plus enclins à réacheter, c'est évident, mais surtout à recommander, à parler autour d'eux de cette expérience positive. Et puis ça, c'est très important parce qu'on peut être amené effectivement à avoir un point irritant dans la relation. Ils vont être plus enclins à pardonner une erreur, tout simplement parce qu'on aura peut-être demandé la satisfaction du client. On aura identifié un point irritant et on aura su le lever. Donc aujourd'hui, finalement, le prix n'est plus le seul insight dans l'achat. Et l'expérience client serait même pour 64% des acheteurs plus importante que le prix qui n'est plus le seul facteur. Derrière ça, en fait, il y a des choses qui sont peut-être évidentes ou pas. Mais en tout cas,
augmenter de 5% sa fidélité client aujourd'hui, c'est augmenter globalement 15% les profits de l'entreprise. Ça a été démontré à maintes reprises. On l'a vu, nous, assez fréquemment. C'est même des fois beaucoup plus important que ça. Et en fait, beaucoup d'entreprises font beaucoup d'efforts pour finalement faire de l'acquisition de clients, aller chercher de nouveaux clients. Mais des fois, on vient négliger ce levier qui est représenté dans l'entreprise d'augmenter ses parts de fidélité client. Une étude qui avait été réalisée par McKinsey démontrait qu'en fait un e-commerçant qui exploitait au maximum ses données pouvait augmenter sa marge opérationnelle de 60%. Et là encore, ça c'est des choses que nous on a pu observer de façon réelle. Si on va au bout de l'exploitation de ces données, en effet, on a des effets de levier qui sont assez considérables et qui en effet, changent la donne dans la marge opérationnelle de l'entreprise. Alors en effet, aujourd'hui, grâce à la data, on n'a jamais eu une opportunité qui a été aussi forte pour à la fois créer une expérience client unique, mémorable, parce qu'on est capable, en effet, aujourd'hui, de tracer en effet un parcours, de comprendre où sont les points d'interaction entre un client et une marque, donc de fidéliser ses clients. Et fidéliser ses clients, c'est créer de la valeur pour le client, bien sûr, et pour l'entreprise. Donc c'est un challenge qui est un challenge gagnant-gagnant. L'enjeu de la data, les entreprises américaines l'ont compris, parce que je vous montre des chiffres aux États-Unis. Plus de 9 entreprises sur 10 aux États-Unis considèrent que la data est de première importance pour atteindre leurs objectifs marketing. 2 sur 3 consacrent la moitié de leur budget marketing à la donnée. Pratiquement 80% constatent des meilleures performances dans l'ensemble et 68% une augmentation de trafic et des taux de clics sur leurs différents sites et voire campagnes emailing. Les entreprises françaises aussi l'ont compris. Il y a des investissements assez majeurs qui sont opérés maintenant depuis de nombreuses années autour de l'exploitation de la donnée. Avec cette finalité, c'est en effet mieux comprendre des comportements, donc mieux répondre aux attentes de consommateurs, donc mieux faire vivre en effet une expérience client positive. Et pourtant, je ne pense pas qu'on ait tous l'impression d'avoir vécu ça. Parce que dans beaucoup de cas, on retrouve encore des campagnes d'emailing de masse où il n'y a strictement aucun ciblage avec un message qui est complètement homogène pour tout le monde. On va avoir peu ou pas de reconnaissance client, peu de personnalisation. On va avoir du retargeting un peu dans tous les sens. Il suffit d'avoir visité un site pour que derrière vous soyez inondé de retargeting. Vous avez des offres où vous allez vous dire mais en fait cette offre-là, elle ne me concerne pas, je ne me sens pas concerné par cette offre-là. Donc derrière, qu'est-ce que l'on crée derrière tout ça? Du sentiment de harcèlement, de rejet, de saturation de la part d'un consommateur et au final, plutôt de l'insatisfaction. Plutôt que de créer de l'expérience positive, on exploite de la donnée de façon insatisfaisante. L'email qu'on connaît, qui est un sujet qu'on connaît bien, a été utilisé typiquement dans cette logique-là. L'email coûte pas cher. Donc finalement, quand on a une base client, pourquoi on s'embêterait? Parce que ça coûte pas cher. Autant prendre toute la base et puis pousser le même message à tout le monde. Puis tout le monde fait ça. Puis toutes vos boîtes mail sont saturées. À un moment donné, les emails, vous ne pouvez plus les voir. Est-ce que ça, c'est en fait un marketing qui crée de la valeur pour l'entreprise et qui crée de la valeur pour le client? Nous, en tout cas, on pense en effet que ce n'est sûrement pas les bonnes voies et qu'il y a d'autres alternatives, en tout cas, à une approche de ce type. Alors pourtant, aujourd'hui, on a des sources de données qui sont considérables. On est capable de tracer quelque part un parcours client d'une première interaction qui peut se faire en digital ou même en offline, de tracer des visites magasins, de savoir en effet à qui on a adressé même des messages en print, d'être capable évidemment de tracer toutes les interactions digitales et jusqu'à aller en effet jusqu'à une vente. Donc on est en capacité normalement à comprendre un parcours client et à avoir des interactions pertinentes. La réalité de tout ça, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'en fait, dans beaucoup de cas, toutes ces données-là, elles sont en silo. On va avoir des ventes d'un côté, on va avoir des interactions sur un centre d'appel ou par exemple un client qui va déclarer une insatisfaction sur des sites d'avis. On va avoir en effet une vision de ces parcours sur site au travers de la web analyse. Mais la web analyse, c'est quantitatif, ce n'est pas des individus qu'on est en train de regarder. Et donc, à la sortie de tout ça, on traite tout ça en silo et on monte des stratégies en silo. Et ces stratégies en silo n'ont pas forcément beaucoup de pertinence. La finalité, c'est qu'on s'aperçoit que les entreprises qui ne réussissent pas, en tout cas celles qui réussissent, en tout cas, ne sont pas celles aujourd'hui qui proposent et qui ont le plus de données, mais c'est celles qui proposent plutôt la meilleure expérience grâce à leurs données. En bref, dans tout ça, le sujet, c'est pas de chercher à exploiter toutes les sources de données dans tous les sens, ou d'exploiter à l'inverse des sources de données qui ont peu de valeur.
c'est comment est-ce que je vais identifier les données qui ont du sens, qui ont de la pertinence et qui vont me permettre en effet de créer du lien et de la cohérence dans la relation avec ce client. Et la logique, c'est de prendre les choses depuis le départ et de les faire dans le bon ordre. Donc c'est aussi beaucoup des sujets finalement de méthodologie. Et on se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, le sujet part de là. C'est-à-dire qu'on a commencé souvent par la fin avant de commencer par le début. On veut commencer à mettre en œuvre des campagnes, mais on n'a pas en effet cherché à savoir comment on allait collecter, structurer, organiser ces données. Donc le sujet, c'est que derrière un client, il y a tout cet univers de données et qui doit être pris depuis le départ. C'est d'abord se poser la question, c'est comment je collecte de l'information? Comment je collecte de la donnée? Dans quel système je la collecte? Connecter un système pour un e-commerçant comme Millésima dans l'univers du e-commerce, ce n'est pas la même chose que la collecter par exemple pour un retailer qui a des points de vente. Parce que tout bêtement, entre un client et la production de la donnée, il y a une petite chose qui change. D'un côté, c'est le client qui donne sa donnée et qui va donc donner une donnée qui va être a priori la bonne. De l'autre côté, il va y avoir une interface avec un vendeur dans un point de vente, avec un centre de relations clients, etc. Donc il y a des questions qui se posent sur en effet la collecte de la donnée et la qualité de cette donnée. Cette donnée, il va falloir la gouverner, c'est-à-dire la stocker, la sécuriser, la rendre exploitable. Je ne pense pas aujourd'hui parmi l'ensemble des clients avec qui on travaille que j'ai vu une seule fois le cas où on a pu se dire on récolte la donnée et cette donnée est exploitable en l'état. Ça n'existe pas. Dans beaucoup de cas, les données sont fausses, sont partielles, sont erronées, il faut les requalifier, mais il y a un vrai travail autour de la donnée. Il y a un petit sujet qui a changé qui s'appelle RGPD aussi, et donc qui, de mon point de vue, peut être vu comme une contrainte. Je trouve que ça a mis aussi du cadre dans la façon de structurer, d'organiser, d'exploiter les données et de sortir d'un schéma un peu Far West dans lequel on pouvait se trouver. Autre point, la valorisation de la donnée. Une fois qu'on a une donnée structurée, il faut la valoriser. Il faut en effet lui donner du sens. Il faut la faire parler, cette donnée. La donnée, on peut faire dire beaucoup de choses à une donnée sur le comportement d'un client. Il faut juste en effet avoir l'expertise pour être capable de le faire. Et puis derrière, l'objectif, ça va être de l'activer, donc d'en faire des actions, puis de piloter ces actions et de regarder comment on va pouvoir optimiser cette logique d'expérience client, cette logique de parcours et la performance de l'entreprise. En bref, il y a 3 enjeux majeurs. C'est comment on transforme de l'information en connaissance, comment est-ce qu'on va transformer de la connaissance en action et comment est-ce qu'on va transformer de l'action en profit pour l'entreprise. Mais là, je me répète, en profit pour l'entreprise, c'est généralement en satisfaction pour le client. Les enjeux sont là. Globalement, si je reprends ça globalement en 6 points, d'abord, on définit clairement ce qu'on veut faire dans sa relation client. Est-ce que ça a du sens de fidéliser ou pas mes clients? Il y a des entreprises pour lesquelles, en effet, le but, c'est en permanence de faire de la conquête. Donc, ce n'est pas forcément le sujet. Mais même dans cette phase de conquête, il y a beaucoup de processus qui peuvent être largement améliorés. Derrière ça, si je veux exploiter mes données, où sont-elles? Est-ce que j'exploite la totalité de mes données ou non? Comment est-ce que ces données sont exploitables? Je vais devoir les gérer et les manager dans de bonnes conditions, amener de la connaissance client derrière, mettre en place des programmes qui sont des programmes plutôt de marketing automatisés. Si je veux être en interaction avec un consommateur, il faut qu'en effet, au moment où lui agit, je puisse avoir une action qui se génère derrière. Donc on ne va pas faire ça au coup le coup et manuellement. Il va falloir le faire avec des logiques d'automatisation. Et dans une logique d'automatisation, vous avez besoin de 4 types de données. Une donnée qui va vous permettre de cibler, une donnée qui va vous permettre de déclencher l'action, une donnée qui va permettre de la personnaliser et une donnée qui va permettre de l'interrompre. Si vous n'avez pas ces 4 données-là, vous pouvez amener des tonnes de données dans des solutions de marketing automation. Vous ne mettrez jamais en place une automatisation de campagne. C'est impossible. Donc, il faut que les données soient préparées pour ça. Et le dernier point, c'est qu'il faut avoir des moyens de pilotage. Donc, tout ça, c'est possible à condition d'y associer évidemment des technologies et à condition d'y associer de l'expertise en exploitation des données. Voilà, juste un petit schéma assez simple, mais qui vous dire, en fait, un client, il a un cycle de vie. Il est différent, cycle de vie d'une entreprise à l'autre. Mais on passe souvent d'un prospect à un nouveau client, un client fidélisé, un client ambassadeur, à un abandonniste, à un de ses clients. On ne leur parle pas de la même façon, évidemment. On ne leur propose pas la même chose. Eux n'ont pas des relations avec la marque qui sont les mêmes. Et donc, il est nécessaire, en effet, en fonction de ce cycle de vie, de poser, en effet,
des actions claires et sûrement de les séquencer et de les segmenter pour être capable de mettre en œuvre en fait une partie de ces plans. Voilà, donc tout ça juste pour dire, en effet, premier sujet, cherchez pas à tout exploiter dans les données, cherchez à exploiter les données qui sont fiables, les données qui ont du sens et identifier là où vous avez des leviers qui vont être créateurs de valeur. Commencez par les leviers qui sont les plus simples à activer et les plus créateurs de valeur, puis on rentre dans des schémas de sophistication importants. Pour vous donner un ordre d'idée, on travaille avec d'autres clients évidemment, et un client qui s'appelle Royal Canin. On est dans l'univers des animaux domestiques et de l'alimentation. Chez Royal Canin aujourd'hui, il y a 3000 scénarios automatisés. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il a fait plusieurs années pour le faire, mais avec une expérience qui est proposée, qui est tout juste exceptionnelle. Et si un concurrent doit chercher à rivaliser là-dessus, c'est extrêmement difficile à faire, mais avec énormément de pertinence derrière ça. Donc on peut aller très loin dans ces sujets-là, le but n'est pas d'aller jusque-là, mais c'est de commencer par le début et de commencer à activer les bons leviers. C'est ce qu'Emmanuel va nous expliquer. Donc, concernant le retour d'expérience chez nous, chez Millésima, premièrement, nous nous sommes posé une problématique assez générique que peut-être vous vous êtes aussi posé. C'est comment créer une expérience ultra personnalisée à nos clients et ainsi comment on va pouvoir maximiser cette valeur client grâce à toute la data qu'on a pu collecter. Chez Millésima, nous nous sommes posé plusieurs questions quand nous avons rencontré Avancy et nous nous sommes dit comment mieux exploiter nos données pour ainsi définir quels vont être nos leviers de croissance à mettre à profit, pour ensuite prioriser nos actions futures, comment nous allons les mettre en œuvre, et à la fin, comment les optimiser au quotidien. Pour répondre à cette première problématique, comment mieux exploiter nos données, nous avons demandé à Avancy de nous mettre en place une CDP, donc une Customer Data Platform. Donc Avancy a fait un très gros chantier puisqu'ils ont repris toutes nos données qui étaient dans notre ERP et sur notre site web. Donc on avait plus de 20 ans d'historique client qu'ils ont nettoyé, trié, dédupliqué pour nous fournir une base de données propre et exploitable avec un RCU, donc référentiel client unique. Une fois ces données propres et exploitables, nous avons lié différents logiciels qui vont nous permettre de gérer le business de Millésima. Nous avons choisi Blueven qui est un logiciel très technique de data mining qui va nous permettre de répondre à des questions très précises sur nos clients. Ensuite, nous avons Blueven Reporting, qui sont tout simplement des tableaux Excel qui représentent toute l'activité, le business de Millésima, que nous partageons entre nos différents services, au service marketing, au service achat, mais aussi à la direction, et nous permet de piloter la stratégie. Pour terminer, nous avons Selligent, qui est notre logiciel de marketing automation. Donc là, concrètement, il nous permet de mettre en place des campagnes emailing, des SMS, des triggers marketing. Avec ce logiciel, je peux mettre en toute autonomie une campagne. Par exemple, si demain, je veux faire une campagne sur mes clients acheteurs de Château Margaux, je vais pouvoir faire ma segmentation dans Selligent, monter mon email et envoyer mon email. Tout ça en toute autonomie et assez facilement. Ce que Emmanuel donc vous dit pas, en plus pour complexifier leur travail au quotidien, c'est qu'en fait, ils gèrent qu'un site internet dans 6 pays. Et avec 6 langues. Et avec 6 langues, pendant 6 pays, avec 6 langues et avec 6 devises, je crois. Oui. Donc là encore, quand on cherche à faire ce travail et qu'on veut le rendre homogène, ça amène évidemment un peu plus de complexité, mais l'objectif, c'est de pouvoir en effet proposer une expérience client qui est cohérente, là encore, sur tous les pays, en fonction de toutes les langues et en fonction de ces différentes devises. Donc une fois cette CDP mise en place et toutes nos données exploitables, nous sommes posé la question, quels vont être nos leviers de croissance chez Millésima? Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Avancy pour premièrement analyser tout notre fichier client, déceler quel est notre levier de croissance, qui est ici le deuxième achat de nos nouveaux clients. Nous avons fixé ensuite des objectifs, des KPI, et nous sommes rentrés plus en détail sur qui sont les nouveaux clients Millésima. Donc nous avons créé des typologies de nouveaux clients, des personas, dans lesquels nous allons définir une ligne éditoriale, un plan multicanal pour chacun de ces personas, mettre en place notre plan et analyser les résultats. Avancy a analysé toute notre base de données et on a ressorti que le levier le plus important chez Millésima à travailler, c'est la conversion deuxième achat de nos nouveaux clients. Car d'après l'analyse, Avancy nous a dit que
un nouveau client, plus vite il va passer son deuxième achat, plus il sera fidèle dans les années qui suivent. Donc pour commencer, nous avons dit à Avancy de s'occuper uniquement du marché français de Millésima. Et ils nous ont sorti quelques chiffres. Chez Millésima, nous avons chaque année 3000 nouveaux clients. Sur ces 3000 nouveaux clients, 23% vont passer une deuxième commande dans les 12 mois qui suivent. Et généralement, ils vont passer une commande dans les 7 mois. Notre objectif que nous nous sommes fixés ensemble, ça va être d'augmenter ce 23% de réachat à 26%, ce qui fait un taux de croissance de plus 15%. Et si on arrive à la fin de nos 12 mois à atteindre notre taux de réachat à 26%, cela augmente notre valeur client à long terme de 20%. Oui, juste pour enrichir sur ce sujet-là, en fait, recruter des clients, c'est bien. Mais en fait, ce qui est important, c'est de comprendre le cycle de vie d'un client. Et en fait, vous avez beaucoup d'éléments clés où, en effet, ce changement dans le cycle de vie va être vraiment créateur de valeur et créateur de valeur à long terme. Quand on augmente de 20% le taux de conversion d'un nouveau client, enfin de 15% le taux de conversion de nouveaux clients, vous pouvez dire que c'est vrai pour cette année, c'est vrai pour l'année prochaine, pour les années suivantes. Et donc, il y a un effet exponentiel de cette approche-là. Donc, on crée, au-delà de l'objectif primaire qui est d'améliorer cette conversion, on crée en effet une valeur beaucoup plus importante, à condition d'avoir une vraie compréhension de ce qu'on appelle la lifetime value, c'est quel est le cycle de fidélisation client et où est-ce que je dois agir pour créer en effet cette valeur-là. Donc une fois qu'on a notre levier de croissance et fixé nos objectifs, nous nous sommes concentrés sur qui sont les nouveaux clients chez Millésima. Donc Avancy a analysé tout notre fichier nouveaux clients et a déterminé 5 typologies de nouveaux clients, 5 personas. Premièrement, nous avons le confiant. Donc le confiant, c'est notre nouveau client qui achète des vins en primeur. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est des vins en primeur. Concrètement, c'est des vins qui sont en cours de vinification et qui seront livrés aux clients que dans les 2 ans, une fois que le vin est mis en bouteille. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le confiant, puisqu'il achète un vin qu'il recevra que dans 2 ans. Pour continuer, nous avons le classique, c'est notre nouveau client qui achète pour une commande inférieure à 750 € d'achat. Nous avons, pour continuer, l'esthète. L'esthète, c'est notre client qui achète des vins prestigieux, donc des vins à plus de 500 € la bouteille. Pour continuer, nous avons notre festif. Le festif, c'est le client qui achète un grand nombre de bouteilles, plus de 100 bouteilles pour sa première commande. Et pour terminer, c'est notre futur VIP. C'est le client qui a acheté pour plus de 750 € d'achat et qui ne rentre pas dans les différents personas préalablement cités. Une fois donc tous ces personas identifiés, nous allons mettre en place une ligne éditoriale pour tout simplement les accueillir chez Millésima. Dans un premier temps, on va les remercier. Merci d'avoir fait votre premier achat chez Millésima. Ensuite, on va vérifier la satisfaction client, savoir si tout s'est bien passé lors de cette première commande. On va les accueillir. Donc là, on va présenter Millésima, nos services, nos atouts. Les tisser. Donc là, on va créer un lien relationnel avec eux en leur offrant un contenu qualitatif, avec un contenu plutôt basé sur les cuvées, les appellations, les différentes propriétés. Et à la fin, on va les stimuler, bien sûr, avec notre objectif qu'ils passent leur deuxième achat. Donc là, on va offrir un code promotionnel. Maintenant que nous avons notre ligne éditoriale, nous allons pouvoir mettre en place notre plan multicanal. Et pour cela, nous allons avoir plusieurs leviers de personnalisation qui va pouvoir être mis en place en fonction de nos typologies de nouveaux clients. On a le discours. Le discours peut changer en fonction si c'est un client classique ou si c'est un top VIP un de nos meilleurs clients. Les offres produits. Un client classique, lui, ne sera peut-être pas intéressé par les primeurs, du coup, on ne communiquera pas sur les primeurs. Les incentives, on ne va pas offrir les mêmes cadeaux que ce soit un client VIP ou un client classique. Les médias de contact, donc là, on va pouvoir envoyer des SMS, mais des emails, ou alors rentrer en contact avec eux par téléphone. Et la pression du plan, donc là, ça va être la cadence des emails qui peut être différente en fonction de nos personas. Ce que nous avons choisi pour nos 5 personas. Premièrement, donc le confiant, notre acheteur de vin en primeur, qui va recevoir donc dans 2 ans ses vins. Lui, on va accentuer notre discours sur les vins livrables, parce qu'on veut, notre objectif, ça va être de lui faire passer, de lui faire vivre l'expérience Millésima jusqu'au bout, jusqu'à la livraison, et pas qu'il attende 2 ans. Donc là, on va suivre notre ligne éditoriale, on va le remercier, on va présenter Millésima, et à la fin, on va lui offrir un code promo valable uniquement sur nos vins livrables. Le classique,
Lui, c'est notre client qui achète pour moins de 750 € d'achat. Et lui, notre objectif, ça va être de le faire monter en gamme, lui faire monter son panier. Donc à la fin, on va lui offrir un code promo, mais uniquement valable sur un panier supérieur à 750 € d'achat. L'esthète, notre client qui achète des vins prestigieux, lui, on ne va pas lui envoyer un email, mais on va plutôt rentrer en contact avec lui par téléphone. Donc là, on a un service de commerciaux dédié à cela, qui va pouvoir donc l'appeler, lui proposer déjà des conseils, parce qu'ils sont tous diplômés dans l'œnologie. Et du coup, il va pouvoir donc l'informer sur comment déguster son vin, quelles sont les meilleures façons pour le conserver. Et à la fin, on va lui proposer une offre dédiée en fonction de ses besoins. Le festif, lui, donc c'est un client qui a acheté beaucoup de bouteilles, donc généralement c'est pour un événement, un mariage, un anniversaire. On va tourner notre discours autour de l'événement où on va lui dire on vous souhaite déjà un bon événement et si vous avez besoin de quoi que ce soit, Millésima, on peut vous faire une offre en fonction de vos besoins. Et pour terminer, notre futur VIP, donc notre acheteur qui a acheté pour plus de 750 € d'achat, lui, on va avoir un discours autour plutôt des vins prestigieux. Notre but, ça va être qu'il passe un achat sur cette gamme-là. Donc on va faire un code promo valable uniquement sur nos vins prestigieux. Pour chacun de nos différents personas, nous avons mis en place des triggers dans notre logiciel de marketing automation Selligent. Donc c'est moi qui ai tout mis en place en toute autonomie. Là ici vous avez la présentation de notre trigger confiant où le nouveau client il va rentrer dans le scénario d'accueil dédié au nouveau client confiant. Donc il va être mis en quarantaine pendant 30 jours, où il ne va pas recevoir les autres communications Millésima classiques que nous envoyons. Il va recevoir que nos emails dédiés aux nouveaux clients confiants. Une fois les 30 jours passés, il va basculer dans notre base de données client classique, où là, il va recevoir tous les emails promotionnels de Millésima, mais aussi un plan de nursing, où on va proposer du cross-selling, du upselling et du contenu qualitatif. Et à la fin, si le client n'achète toujours pas au bout de 11 mois, on va mettre en place un plan anti-churn où ici le confiant a passé son premier achat de 20 primeurs. On va communiquer sur des primeurs. On va lui dire comment se passent les vendanges, quels vont être les aspects du futur primeur et l'inciter à la fin à s'inscrire à nos alertes primeurs pour que ce soit le premier informé de la sortie du nouveau primeur. Maintenant, si on fait un zoom sur notre trigger dédié nouveau client, donc c'est une succession d'emails que nous avons mis en place. Donc, on a suivi notre ligne éditoriale. Premier email, on remercie le client, on présente Millésima. Deuxième, on apporte du contenu. Ici, donc, on a toujours notre persona confiant. Donc, on communique sur les primeurs, puisqu'il sait ce qu'il sait, il connaît. Ensuite, nous communiquons plutôt sur notre profondeur de gamme, tous les vins que dispose Millésima, pour montrer au confiant qu'il peut acheter aussi des vins livrables. On communique après sur nos différents réseaux sociaux, on l'incite à nous suivre. Et pour terminer, on le stimule avec une offre pour son deuxième achat. S'il n'achète pas entre-temps, on envoie donc une relance pour lui dire il vous reste plus que quelques jours à utiliser votre code promo. À savoir, si le client passe une commande, donc si notre nouveau client passe une commande entre l'email 2 et l'email 3, il ne sera plus considéré comme un nouveau client. Donc là, il va basculer dans notre base de données classique Millésima et ne recevra pas les autres communications qui étaient dédiées à ce trigger-là, à ce personas. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est qu'il va y avoir des variantes en fonction de nos types de nouveaux clients. Nous allons avoir des variantes de contenu. Pour le confiant qui a acheté des vins en primeur, lui, on peut se permettre de communiquer sur les primeurs, alors que notre client classique, lui, sait peut-être pas ce que c'est des primeurs et ça ne l'intéresse pas du tout. Donc lui, on va plutôt communiquer sur notre profondeur de gamme chez Millésima. Nous avons aussi une variante de incentive. On ne va pas offrir la même offre pour un client classique qu'un futur VIP. On va offrir un cadeau plutôt prestigieux pour notre futur VIP qui a dépensé quand même plus de 750 € d'achat chez Millésima. Ensuite, nous allons avoir une variante de contact. Donc, pour le client classique, on lui offre un code promo par email, alors que l'esthète, lui, on va rentrer en contact par téléphone. Un de nos commerciaux va prendre contact avec lui pour lui offrir une offre dédiée en fonction de ses besoins. Tout ça a été mis en place assez facilement en août 2019. Donc nous avons un petit peu moins de 6 mois de résultats, mais nous savons qu'à date, nous avons plus 17% de taux de croissance par rapport à N-1. Et que notre objectif de plus 15% a été dépassé.
Et nous sommes confiants sur le fait qu'à la fin de l'année, des 12 mois, nous allons atteindre notre objectif qui était de 26%, voire même on va le dépasser à peut-être 27%. Et voilà. En tout cas, nous sommes très contents du travail effectué par Avancy sur ce projet. Merci, en tout cas. Pour nous, c'était en effet aussi un travail très plaisant, en tout cas avec Millésima. Tout d'abord parce que l'entreprise, quand on est amateur du vin, ce qui est mon cas, c'est toujours assez agréable d'aller travailler une entreprise comme celle-ci qui a quand même des chais assez remarquables et des bouteilles qui font rêver. Mais au-delà de ça, avec des équipes qui étaient vraiment très impliquées, avec une vraie prise de conscience autour de l'exploitation de la data et derrière une vision opérationnelle, en tout cas de leur côté et d'une autre, je pense qu'a permis de mettre les choses en effet en place rapidement parce que la finalité, c'était finalement par quoi on commence, qu'est-ce qui permet d'aller vite et de trouver les bons leviers pour l'entreprise. Et on ne fait pas tout en même temps, on commence à faire une chose, on regarde si elle est là, si les résultats sont au rendez-vous. Comme le disait Emmanuel, en effet, les résultats à date, là, en matière de projection de prévisionnelle, on sait un peu faire aussi. Donc, quand on est en effet là, le taux sera en effet plutôt de 27% à l'arrivée, parce que sur la période d'un an. Et en effet, c'était finalement quelque chose qui a été très très bien travaillé entre les équipes, notamment entre à la fois Emmanuel, Véronique est ici, Pierre-Alexandre qui est dans la salle aussi, qui ont été très contributeurs dans cette approche. Ça a été relativement vite avec des résultats qui ont été quand même assez probants derrière ça. Donc en tout cas, merci aussi à vous pour cette contribution et c'était un travail en effet particulièrement agréable et si vous avez du vin à acheter, maintenant vous savez comment faire. Je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, en tout cas, merci de votre côté. Si vous avez des questions, eh bien, on est à votre disposition. Bonjour, déjà merci à tous les trois pour votre présentation, la transparence. On sent que vous avez pris beaucoup de plaisir à faire ce projet, donc merci et bravo pour les résultats obtenus. On sait que dans chaque projet, il y a quand même des couacs, des fails, des difficultés à rencontrer. Donc, dans ce très beau tableau, quels sont les points d'attention voilà, si on veut mener un projet ou quels ont été les petits fails que vous avez rencontrés pour mener ce type de projet? À toi la parole. La réponse est un peu difficile, parce que c'est vrai que ça s'est hyper bien déroulé. En fait, le travail préparatoire était très important et la compréhension de la donnée. Ouais. Tout le travail de définition des personas a été fait avec un de nos data miners. Donc, on a été chercher ces critères discriminants et qui étaient suffisamment discriminants pour étudier ces 5 personas. Et donc, pouvoir dérouler derrière des canaux différents, des discours différents, de manière assez évidente. Après, c'est vrai aussi que Millésima a une belle maturité, donc à la fois sur la donnée et aussi sur l'utilisation de Selligent, sur l'utilisation aussi de la BI. Donc ça s'est déroulé, je dirais, assez facilement parce qu'il y avait une belle maturité, effectivement, des enjeux marketing et de l'usage des solutions. Voilà. Pour compléter ça, oui, il y a évidemment des couacs possibles. En même temps, il y a un avantage énorme, c'est quand on peut travailler en toute transparence. Nous, on rencontre des choses dans l'exploitation des données, on leur remonte et ils ont leur vision de leur côté, leur analyse. C'est un travail vraiment qui peut se faire en commun. Nous, on a une expertise technique et on a une vraie expertise autour de la connaissance des cycles de vie de filiation client dans beaucoup d'enseignes et eux ont une vraie connaissance de leur métier qu'on ne peut pas acquérir bien entendu. C'est ce travail de partage qui est très important et c'est ce travail de transparence. Quand on exploite de la donnée, il y a plein de cas possibles où on peut avoir à un moment donné un couac parce qu'un flux va pas fonctionner, parce qu'une donnée qui a été captée, il y a des biais derrière et on peut générer derrière un biais derrière tout ça. À partir du moment où ça se fait en transparence et qu'on poursuit tous le même objectif, en acceptant aussi que tout sera peut-être pas forcément totalement parfait, mais que l'objectif va être au rendez-vous, en fait ça déroule plutôt bien. Donc je pense en effet que c'est vrai pour tout le monde de trouver des points de faille à l'intérieur de ça, mais le truc a bien déroulé aussi parce qu'on arrive à travailler dans une relation de confiance qui est forte et dans une transparence qui est importante et ça aide beaucoup. Et puis une maturité de l'entreprise qui est là, faut être clair.
Oui, merci également. J'ai une question. Vous avez donc décidé, vous avez d'abord mis en place le RCU avec la collecte de toutes les données, un gros travail énorme. Donc il y a eu un investissement à l'amont qui était important. Je voulais savoir qu'est-ce qui avait permis de détecter le déclenchement de l'investissement et du projet, puisque c'est qu'en étape 2 que vous avez travaillé sur les ROI et comment finalement vous pouvez grandir d'un point de vue commercial et marketing, quoi. Et donc souvent on veut des preuves de valeur avant de lancer les investissements et savoir comment chez vous ça s'était passé. Je vais répondre aussi. Il y a un garçon dans la salle qui peut répondre, qui est Pierre-Alexandre, qui est là aussi, hein, si tu veux, si tu veux donner ton point de vue. En fait, on y arrivait un petit peu par hasard. Nous, on cherchait juste à la base à changer de solution d'emailing et à mettre en place des triggers. Et basiquement, c'est vrai que toute cette réflexion de mise en place de la donnée, de RCU, on ne l'avait pas forcément. Et c'est vrai que c'est en discutant avec Avancy que cette approche est arrivée. Et Véronique disait qu'on avait une grosse maturité sur la data et tout ça avant. Moi, je ne suis pas d'accord en fait avec toi. Tu l'as acquise. Puisque en fait, ça fait que depuis 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Et c'est vrai que il y a 1 an et demi, on ne savait pas bien segmenter nos clients, on ne savait pas leur parler distinctement. Et maintenant, on a des tableaux de pilotage qui fédèrent l'ensemble de la société. Et ça, moi, je trouve que c'est une super victoire. Je suis assez content parce que c'est vrai que j'ai participé quand même à ça. Et on arrive à avoir autour de la table le contrôle de gestion, la partie print, la partie direction. Et on arrive à piloter un petit peu tout le business avec des mêmes indicateurs et en confiance. Donc ça se passe très bien. Je sais pas si... Est-ce que la donnée ne venait que du site web ? C'est-à-dire que parce que vos magasins, est-ce qu'ils sont reliés aussi ? Oui. Parce que dans la RCU, la problématique souvent, c'est d'unifier une donnée qui vient d'endroits différents. Et oui, dans une enseigne aussi. Multicanal, on a ce problème-là. C'était la donnée que du site ? Non, il y a les données des boutiques aussi, parce que la boutique, par exemple, à New York, elle est assez importante, elle fait 50% du business US. Il y a la boutique à Saint-Tropez, et nous, en fait, on existe depuis 83, donc en fait, on vendait par catalogue papier, et on a tout réuni, et c'est vrai qu'il y avait cette difficulté, par exemple, des devises. Aujourd'hui, moi, j'ai tout, dans Cegent, on a tout en euros, et on a la marge recalculée en euros, avec les coûts, les prix moyens, enfin... En fait, pour venir compléter ce qu'évoque Pierre-Alexandre, il y a 2 sujets. En effet, pour ce que vous évoquez, pour première question que vous évoquez, c'est évident que de dire on va d'abord faire les investissements puis après on va regarder. Bon, nous, on est parfaitement conscients de ça. Donc, quand on travaille avec une entreprise, dans beaucoup de cas, en fait, on vient faire ce qu'on a dû faire d'ailleurs avec vous au départ. On a dit, avant de construire tout ça, on vous prend vos data et on fait une analyse vraiment one-shot de notre côté. C'est-à-dire, on vient prendre de la data et nous, on fait les efforts d'ailleurs qu'il faut là-dessus. Parce qu'on sait très bien que pour arriver à faire comprendre ça, il faut passer par des phases d'analyse qui vont permettre, même pour nous, de comprendre et d'identifier où seront les points de levier et de les quantifier. Et que d'une entreprise à l'autre, ce n'est pas la même chose, même si elles font le même métier. Un cycle de vie, de fidélisation, nous on a beaucoup d'enseignes, par exemple dans l'univers de la mode. Je veux dire que dans l'univers de la mode, en fonction des enseignes, le cycle de fidélité, ce n'est pas le même. Voilà, donc moi, je n'ai pas de préalable et je n'ai pas d'a priori là-dessus au départ. On prend les données, on analyse, on regarde et on identifie où sont les leviers et on essaie de ce fait-là de les cuber. Le deuxième sujet qu'on a, c'est qu'en plus de ça, on est un peu en mal sur un sujet, c'est je ne peux pas vous dire, je vais vous montrer ce qu'on fait avec tel client. Là, on a en effet un certain nombre de chiffres qui ont été évoqués. Je ne me permettrai jamais de le faire. C'est en effet Millésima qui parle de ces chiffres. Et nous, on ne peut pas en effet faire ça parce qu'on a évidemment une confidentialité. Donc généralement, on passe en effet par ces analyses au départ. On essaie en effet d'amener cette visibilité-là pour en effet le faire en amont des investissements. Parce qu'on sait que pour nous, c'est l'élément clé qui sont les clés de compréhension. Donc on essaie de régler comme ça. Nous, on sait que c'est l'investissement derrière, mais on sait que c'est des clés en parallèle. Et pour revenir à la question qui était posée à l'instant sur les problèmes d'unification de données, évidemment que sur certaines formes de commerce, on prend du e-commerce, c'est pas là où on rencontre les plus de difficultés dans l'unification des données. On va même dire que là, on se régale un peu, c'est plus simple d'une certaine façon. Ce que disait Pierre-Alexandre, c'est qu'en effet, de leur côté, c'est pas que du e-commerce. C'était historiquement de la vente à distance traditionnelle. C'est des points de vente. Donc il y avait quand même différents univers de données qui sont différents. Et quand on rentre sur des réseaux en effet de retail, c'est généralement aujourd'hui du digital, c'est aussi des points de vente, c'est éventuellement des systèmes d'information qui peuvent être différents. Donc il faut réussir à réunifier ça. Les systèmes, en fait, quand nous on réfléchit
gestion de données, on ne réfléchit pas système d'information, on ne réfléchit pas comme on organise un système d'information de façon classique. C'est-à-dire qu'on va amener des systèmes qui ont extrêmement beaucoup de souplesse pour être capable d'absorber facilement de la donnée et de l'exploiter. Et donc, on ne va pas le réfléchir comme quand je déploie une solution, pour dire je déploie une solution qui doit gérer des processus métiers. Et bon, nous, aujourd'hui, quand on travaille avec des e-commerçants, ça nous arrive fréquemment, des e-commerçants nous appellent en disant « Au fait, dans 3 jours, je monte telle nouvelle opération qu'on n'a jamais vu débarquer avant, je vais capter tel et tel type de données. » Bon, en bref, voilà, je vous ai informé, débrouillez-vous. OK, nous, il va falloir qu'on soit capable d'aller chercher cette donnée-là, de l'intégrer, de la rendre cohérente et de pouvoir la réexploiter. Donc, on est obligé, dans la philosophie de nos approches, d'avoir des approches extrêmement souples au niveau des outils, capables d'absorber des nouvelles données, de réintégrer ça dans des processus qui vont être capables de s'adapter aussi à l'évolution et de pouvoir, en effet, les retravailler derrière. Donc, on va essayer de s'affranchir le plus possible de la logique système d'information et de la logique organisation traditionnelle des données dans des systèmes d'information. Voilà, donc nous, nos interlocuteurs, c'est des responsables marketing, c'est des patrons d'entreprise, c'est des DSI. Le but, c'est d'arriver à faire en sorte que tout le monde arrive à bien se parler autour de ça pour qu'on puisse réussir aussi des projets de ce type-là et qu'on puisse globalement les mener à bien. C'est des réflexions qui sont différentes des projets classiques de systèmes d'info. C'est des projets marketing, mais avec une partie, en effet, donnée qui est plus technique que des métiers de marketing traditionnels. Donc, il faut arriver à rendre ça cohérent. D'autres questions ? Merci pour la présentation. Comment vous voyez, en fait, les 3 prochaines années par rapport à ce que vous avez commencé à mettre depuis 1 an et demi ? Et aussi, une dernière question. Je ne sais pas, après, c'est une idée. Est-ce que vous avez pensé, en fait, à une offre d'investisseurs ? Investir dans le vin, en fait. Parce que comme c'est du vin haut de gamme, je me dis, en fait, parce que je suis là-dedans, c'est pour ça. C'est le principe des primeurs où en fait les personnes investissent dans le vin, achètent des vins justement quand il est en cours de fabrication, où il coûte moins cher, c'est là où ce sera le vin où le vin sera le moins cher possible. Et en fait le vin prend de la valeur au fil des années. Donc quand il sera mis en bouteille, déjà le vin coûtera plus cher. Donc c'est ça le principe de l'investissement des primeurs. Voilà, si je réponds à votre question. Et après, sur la vision longue durée, on veut surtout fidéliser nos nouveaux clients qui puissent racheter à Millésima et qu'on offre en même temps un lien relationnel avec nos clients et pas tout simplement des offres de masse. Maintenant, on veut offrir des offres personnalisées en fonction de leurs besoins. Et après, moi, en tant que conseil par rapport à Millésima, là, on a parlé des nouveaux clients, mais on a aussi pour objectif d'aller identifier des personas au sein de l'ensemble du fichier, avec les critères discriminants de l'ensemble du fichier, pour après développer des prises de parole différentes selon des esthètes ou peut-être s'il y a des profils spécifiques aussi shop, avec de l'événementiel. Donc, pour l'instant, on avait vraiment identifié que les nouveaux clients étaient un levier de business et important, donc on a commencé par ça. Voilà. Enfin, c'est step by step, parce que tout ça, c'est effectivement beaucoup de travail après pour vous en entreprise. Donc, mon rôle est aussi d'accompagner en allant chercher les travaux, les chantiers prioritaires. Et puis, on en déploiera d'autres, mais on a plein d'autres idées, d'autres chantiers. Ça revient à ce qui a été évoqué tout à l'heure aussi sur comment on arrive à démontrer de la valeur. Et parce qu'en effet, s'il faut investir beaucoup avant de savoir ce que l'on va faire, c'est toujours un vrai sujet. Et un des sujets aussi pour nous, c'est aussi dans des approches de ce type, c'est là encore de commencer par ce qui est facile et ce qui présente les leviers, de démontrer, de piloter de façon précise. Après, on n'est pas obligé de réussir tout à chaque fois, on va être clair aussi. On peut très bien prendre à un moment donné certaines enseignes où il y a des axes, des directions qui sont plus difficiles. Accepter aussi ce regard-là, de se dire on n'a pas parfaitement réussi sur ce qu'on voulait faire. Ok, on a réussi à faire ça, on n'a pas réussi à faire ça. Donc qu'est-ce qu'on doit modifier, qu'est-ce qu'on doit adapter pour améliorer ce processus-là. Il faut aussi se mettre en permanence, on se dire on est en processus d'amélioration permanent et de se dire en fait la relation avec un client, ça n'a pas de fin, mais c'est comment est-ce qu'on peut être en permanence en se disant en fait là je suis dans la bonne direction et puis là je le suis un peu moins bien, donc en effet qu'est-ce que je vais être amené à changer et à modifier au travers de ça. Donc il faut aussi une certaine accepter un peu d'agilité et de flexibilité dans la réflexion autour de ça.
Ouais. Moi, je voulais terminer avec la structure. Donc, vous travaillez avec Celigen et Blueven. Alors, d'abord, pourquoi avoir choisi ces deux solutions et pourquoi ne pas avoir, du coup, pris uniquement Celigen qui, alors, je pense, permet du coup de faire marketing automation et de faire l'analyse de données. Qu'est-ce que pourquoi ajouter une complémentarité avec Blueven? Alors, ouais, je vais plutôt y répondre parce que ces choix-là, c'est nous qui les avons faits du coup. En fait, là où il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, moi je redoute, j'en parle souvent, ce que je redoute beaucoup, par exemple quand on est en face de certaines concurrents ou en tout cas sociétés dans le même univers, c'est notamment les éditeurs de solutions qui vont avoir des grands discours en vous disant en effet notre solution elle peut faire papa-maman. C'est faux, une solution de marketing automation par exemple ça fait du marketing automation, ça sait souvent bien le faire. Celigen est une solution qui sait très bien le faire, comme d'autres solutions, nous on a fait ces choix-là quand on doit les déployer chez des clients parce qu'on sait aller vite et on sait le faire dans des coûts économiques qui sont pertinents, mais on travaille avec plein d'autres solutions aussi. La vraie question autour de ça, c'est de se dire la solution, elle a une fonction qui est de répondre à ça. Demain, quand vous amenez des données qui arriveraient par exemple directement d'un système de gestion vers une plateforme de marketing automation, vous allez chez des prospects ou des clients et ils vous disent ça ne marche pas. Et ils vous disent ça vient de la solution. Non, ça ne vient pas de la solution. Ça vient pas de la solution. Nous, on a repris 2 ans une très grosse enseigne qui était une très très grosse enseigne qui nous disait j'en ai marre de cette solution, il n'y a rien qui marche. En fait, le sujet n'était pas là. Le sujet, il est dans quelles données j'amène dans cette solution pour être capable de mettre en œuvre des plans. Et les 4 types de données que j'ai évoqués tout à l'heure, si on réfléchissait déjà à ça en se disant d'abord, quels sont les parcours de mes clients? Où est-ce que je veux créer de l'interaction? Et à chaque point, est-ce que j'ai une donnée pour cibler cette population-là? Est-ce que j'ai une donnée pour déclencher mon action, pour la personnaliser et pour l'interrompre? Tout de suite, les choses sont plus simples. Ce qu'Emmanuel évoque et qu'elle m'évoquait hier en disant en fait, pour nous, ça a été facile à mettre en œuvre, mais pourquoi ça a été aussi facile à mettre en œuvre? C'est parce qu'ils ont les bonnes données qui permettent de faire cette activation-là. Si cette préparation de données elle n'est pas faite, l'activation elle ne peut pas se faire. Donc tout ça pour dire que si on n'a pas des outils à un moment donné en amont qui font de la réunification de données et de la structuration de données, c'est un petit peu moins vrai pour le B2B, mais dans le B2C, c'est impossible de passer à travers. Si vous n'avez pas des référentiels, ce qu'on appelle des RCU, mais qui sont finalement des référentiels de données clients, qui vont retraiter de la donnée, parce que la donnée brute en tant que telle, très bien, je vais vous donner un exemple. Vous avez une cliente, par exemple, dans un point de vente, elle a acheté 10 fois. OK? Et elle a acheté dans quel point de vente? Elle a acheté dans 3 points de vente différents. Tout ça, c'est de la donnée qui est brute. Si la donnée, vous ne calculez pas, par exemple, juste un truc qui est dire qu'à son magasin de préférence, c'est ça. Vous avez calculé la donnée qui est le magasin de préférence, mais vous l'avez calculé cette donnée. Si vous devez aller piocher avant de monter une campagne, alors les clientes qui ont fait des achats, je vais aller regarder dans quelle elles ont, et puis vous faites ça au moment du ciblage, votre plateforme de marketing automation, elle va se casser la gueule, d'ailleurs, elle ne saura pas le faire. Et en fait, vous voulez dire, c'est ingérable. Ingérable tout bêtement parce que la donnée n'est pas préparée. Donc quand je revenais dans mon approche au départ qui est de dire réfléchir à cette stratégie, ça passe par je réfléchis à mes parcours, comment est-ce que je veux créer des interactions, à quel moment, et est-ce que j'aurai des données pour le faire? Et dès qu'on a répondu à ça, les choses vont mieux. Donc pour revenir à votre question initiale, Celigen, pour nous, c'était solution de marketing automation. Pourquoi on a choisi cette solution-là plutôt qu'une autre quand on a fait ce choix? C'est-à-dire nous, voilà, on est face à des clients qui sont des PME, des très grosses PME. Il faut donc des solutions qui soient fonctionnellement, qui puissent faire beaucoup de choses, qui soient simples malgré tout à utiliser, faciles à prendre en main, mais qui n'aient pas de limite fonctionnelle. Parce qu'en fait, je peux faire le minimum et le maximum. C'était le premier sujet. On aurait pu aller vers d'autres plateformes. Il y a d'autres plateformes qui sont très bien dans ce domaine-là. Le RCU, parce que sans avoir une réunification de données, vous ne pouvez pas faire. Et sans outils d'analyse de données, nos data analystes chez nous, par exemple, ou nos data scientists ne peuvent pas bosser. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, j'en parlais avec... j'ai un e-commerçant qui n'est pas une très grosse boîte, mais ils ont 19 millions d'adresses en base, c'est colossal, et ils ont des tables d'interaction où on dépasse même les 2 milliards d'enregistrements, parce qu'on collecte plein de choses. La question, c'est comment je peux requêter cette information-là et manipuler de la donnée avec des temps de requêtage qui durent moins de 5 secondes. Trouver des solutions sur le marché qui savent faire ça. C'est sûrement pas une requête SQL, et il y a beaucoup de solutions qui vont pas ça. Donc il faut des outils qui vont en fait tout bêtement se synchroniser avec des bases, elles, qui sont des bases SQL, où la donnée est structurée,
qui vont déstructurer cette donnée-là, ramener une donnée sous forme de ce qu'on appelle de base de données hybride et qui vont permettre de l'exploiter à des fins marketing. Parce que la donnée, pour l'exploiter à des fins marketing, il faut que ce soit le marketeur qui, avec une souris, puisse se dire, tiens, je veux savoir ça, mais il a envie que la réponse ça soit tout de suite. Si son truc, il se dit, bah, j'ai besoin de savoir ça, il va vers son service informatique, il lui dit, bah, écoute, ça, je pourrais te le faire dans 15 jours ou dans 3 semaines, qui va monter une requête, qui va s'exécuter en plusieurs heures, et quand il aura le résultat, qui va dire, ah, mais maintenant que j'ai ça, il me faudrait ça, 3 mois après, on y est toujours. Moi, la question pour nous, c'est comment on fait pour que 5 minutes après, on ait la réponse de ça. Parce que la réponse marketing et commerciale, c'est 5 minutes après que j'en ai besoin. Ce n'est pas dans 15 jours. Donc, la logique de ces choix d'outils, c'était aussi ça. Et donc, c'était aussi, derrière tout ça, de se dire, on va chercher les outils qui nous paraissent, nous, les plus pertinents sur le marché. Et on va, à partir de là, être capable de monter une solution qui va permettre, en effet, de la renvoyer vers des clients à des coûts aussi qui soient acceptables quand on est, par exemple, dans le cadre de PME. Voilà, c'était la logique. Maintenant, il y a plein d'autres solutions sur le marché. L'erreur à ne pas faire, c'est de penser qu'on a des solutions qui font tout. Des fois, les éditeurs m'agacent là-dessus parce qu'ils vont vous vendre une belle idée en vous disant ma solution, elle fait tout. Non, je ne connais aucune solution aujourd'hui qui fait tout. C'est ce qu'on présente nous aujourd'hui, par exemple, avec ce qu'on appelle vraiment des CDP intégrés, où là, on essaie de faire beaucoup de choses dans une même applicatif. C'est des investissements lourds, en effet, d'aller sur des solutions de ce type. Ça ne s'adresse pas à n'importe quelle entreprise. C'est pas simple à faire en œuvre. Et je ne connais pas de solution qui fasse ça. Il y a des solutions de BI qui font très bien leur job. Il y a des solutions de marketing automation qui font très bien leur job. Il y a des solutions de CRM sales qui font très bien leur job. La question, c'est comment on les fait communiquer et comment on recentralise toutes les données, qu'on la nettoie et qu'on redistribue des données qui sont correctement travaillées. Merci.